On vient dans un sport comme on vient au monde, sans vraiment savoir où on va. Puis, on se découvre. Et l'envie vient de se faire plaisir encore et encore, de continuer à se dépasser, se découvrir encore et encore. Ainsi s'exprimait la karatéka béninoise Océane Garniero après son élimination au premier tour de l'Open de Paris le mois dernier. Quelques semaines plus tard, elle a remporté une médaille d'or par équipe lors du championnat régional, toujours en France. Salut à tous, bienvenue sur Sport Plus. Nous sommes le mercredi 13 février 2019. Nous nous retrouvons une fois encore autour de notre passion, le sport. Au menu, le bilan de la 15e journée de la Ligue 1 de football du Bénin et celui de la 14e journée de la Ligue 2. Également du karaté comme vous vous en doutez. Et nous allons terminer cette émission par du taekwondo avec la prestation des écureuils taekwondoïnes du côté du Nigeria. Bonjour René Sago. Bonjour Layo Sadiabeno et bonjour amis téléspectateurs. Merci de nous rejoindre. Bonjour Anou Akapo, nous nous retrouvons après le rendez-vous manqué de la semaine dernière. Ah oui, et toutes mes excuses à nos téléspectateurs. On était sur d'autres fronts et voilà, on a des retours pour le servir. La pleine forme. Bien sûr. Du karaté pour commencer cette émission, Océane Garniero a remporté avec l'équipe féminine des Samouraïs le week-end écoulé une médaille d'or lors du championnat régional en France. Le championnat d'Afrique 2017 a fait un parcours sans faute lors de la compétition en battant tous ses adversaires. Anou Akapo, on peut dire que Océane Garniero, qui est en course pour une qualification pour les JO de 2020, ne se décourage pas. C'est le plus important. Après une chute, il faut quand même trouver les ressources nécessaires. J'ai comme l'impression que la championne 2017 d'Afrique a peut-être est partie de cet échec-là pour rebondir. Elle a su bien rebondir et c'est déjà très important. Ce qui sera encore plus bon pour elle, c'est de pouvoir capitaliser sur cette médaille-là et progresser vers les JO parce que le chemin sera long. Elle a battu tous ses adversaires pour permettre à son équipe de remporter une médaille d'or lors de ce championnat régional qui s'est déroulé le week-end dernier. René Sago. Ben, c'est bon pour le moral lorsqu'on sait que Garniero a une fougue de vaincre malgré son dernier faux pas dans une compétition relativement huppée. Elle tient bon et elle est consciente de l'objectif qui l'attend. C'est bien sûr la qualification pour les Jeux olympiques. Et elle sait aussi qu'il faut vraiment batailler dur et au-delà de ces médailles raflées, il va falloir qu'elle maintienne le cap pour la suite des compétitions parce que l'objectif majeur est d'engranger des points pour une qualification pour les prochains Jeux olympiques en 2020. Voilà. Oui, et lorsqu'on parle du karaté ici au Bénin depuis quelques semaines, le taekwondo n'est pas loin. Nous allons donc tordre un cours à notre conducteur pour parler de ce art martial d'origine coréenne qui a fait parler également du Bénin du côté du grand voisin de l'Est, le Nigeria. Les Béninois Saadat Boni Biao et Romaric Kiki ont honoré le Bénin lors de l'Open international d'Abuja nommé G1 et le week-end dernier à Nouakago. Oui, j'ai comme l'impression que en ce début d'année-là, ces deux disciplines sont en train de se challenger. Si c'est pas le karaté qui s'exprime, c'est le taekwondo et on en avait déjà parlé il y a quelques émissions. Cette fois-ci, on se retrouve encore avec pratiquement les mêmes acteurs, mais des fortunes diverses. Aujourd'hui, c'est l'autre Kiki, Romaric, qui remporte une médaille de bronze à Abuja, l'Open international de G1 du Nigeria, avec son jeune frère, je peux dire, parce que lui, il est le capitaine de l'équipe, et Boni Biao
Sadat, lui remporte l'or. C'est très important pour ce qui se fait. On avait reçu Cassien Toy Digla ici, le vice-président de la Fédération béninoise de Taekwondo. Il disait un peu les ambitions de cette fédération-là et les résultats qui accompagnent montrent que cette année sera une année, pourquoi pas, faste pour le Taekwondo. Le Taekwondo qui est résolument tourné vers les performances. Les états généraux de cette discipline se sont déroulés en fin du mois dernier et la fédération a voulu prendre une nouvelle dynamique, insuffler une nouvelle dynamique à cette discipline. Et on peut dire qu'avec ces résultats, on peut attendre beaucoup de choses à la fin du mandat de l'actuel comité exécutif. Bon, au-delà de tout ça, il faut simplement dire déjà que les états généraux ont permis à ces athlètes d'être beaucoup plus en confiance puisque nous avons Romaï qui était bien présent à ces états généraux avec d'autres athlètes. Et comme l'a dit le vice-président lors de son passage ici, l'objectif est de tout reprendre à zéro, améliorer ce qui n'avait pas marché. Et je pense qu'à la sortie de ces états généraux, tous les acteurs de cette discipline sont sortis revigorés et les premiers résultats commencent par tomber. On ne peut que souhaiter une bonne chance à tous ces athlètes et déjà Romaï qui annonce déjà d'autres défis pour les jours à venir et bonne chance à lui. Voilà. Et son frère, tu évoquais son cas tout à l'heure, Jeudiel Kiki, était également en compétition. Lui, il était à Antalya, c'est bien sûr du côté de la Turquie, pour la 4e Coupe du Président, zone Europe. Il n'a pas fait, malheureusement, comme ce qu'il a pu faire du côté de l'Allemagne pour ce tournoi international. Il est sorti tout simplement du premier tour face à un Russe. Il a perdu, je crois, 20-32, voilà, dans la catégorie des moins de 68 kilos. Je crois que c'est aussi une façon de lui dire, attention, tu n'y es pas encore, donc il faut que tu travailles bosse dur pour pouvoir encore progresser. Oui, rappelons que Jeudiel Kiki est boursier de la solidarité olympique et séjourne depuis quelques mois du côté de l'Allemagne dans un centre international. Également, Océane Ganero est boursière et avec un accord avec la solidarité olympique, le comité national olympique et sportif béninois CNOS Ben et sa fédération, dirigée de main de maître par le Saint-Ché. Il faut ce thème-là, nous joue un peu de tout dans la presse. Le grand maître, on peut dire, le grand maître Rock Kenom. Et ils ont trouvé un accord pour permettre à Océane d'être dans un centre en France pour préparer également les tournois qualificatifs pour les JO 2020. Tokyo 2020. Oui, Tokyo 2020. Passons à notre page foot de cette émission. La phase allée de la Ligue 1 tire vers sa fin. À 4 journées de la pause, les Buffs FC ont consolidé leur fauteuil de leader avec 6 unités désormais de plus que leur nouveau dauphin, la jeunesse sportive de Aubert. Et il faut simplement dire que Bruno Goudio Adoula l'a promis et l'a réalisé. Et le derby du septentrion entre les Buffles et les Panthères de Djougou, les protégés de Bruno Goudio Adoula l'ont emporté sur la plus petite des marges, 1-0. L'unique but de la partie a été inscrit par Ariel Komi à la 68e minute sur cette action, une action qui a été contestée par joueurs et supporters de la cité des Pétoni et Anouakabo, les Buffles qui impriment un rythme d'enfer à ce championnat. On se disait qu'ils allaient s'essouffler, un coup de route, mais journée après journée. Les bovidés de Parakou montrent que, attention, ils en ont dans les mollets. Moi, quand vous les voyez jouer, vous sentez qu'effectivement il y a quelque chose et ils le prouvent sur le terrain. Donc gagner Panthère, c'est vrai que ce n'était pas évident au départ, mais quand on voit un peu ce que les Buffles font, on se dit, quelle équipe peut les arrêter? Et c'est la question que moi je me pose actuellement. Et on se pose la question, quelle équipe? À chaque journée maintenant, c'est la question fétiche de tout reporter sportif et des amoureux du cul
qui pour stopper les Buffs dans leur élan? Non, mais actuellement, les Buffs, c'est l'équipe à abattre. Et on le disait avec M. Fernando le week-end passé. La préparation a été très bonne pour cette équipe depuis la période des vacances avec une multitude de tournois, dont le tournoi Acrobatie, le tournoi de parcours, etc. C'est une équipe qui a su bien préparer cette compétition et après pratiquement 15 journées, 9 matchs gagnés, 5 nuls, aucune défaite. Et on ne peut que souhaiter une bonne chose à cette équipe et souhaiter également que les autres puissent la défier. Donc tout va se jouer sur le terrain et déjà le prochain qui sera c'est les Dragons de Lomé le week-end prochain du côté de la cité des Cobourgs. Oui, et nous allons parler de Esaü FC. Esaü FC qui, après 2 défaites consécutives, s'est remis dans le sens de la marche en allant s'imposer face à Avrancourt Omnisport au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo le samedi dernier sur le score étriqué d'1-0 grâce au premier but de Boris Flakandi cette saison en championnat. Suivons le compte rendu. Esaü FC arrache dans la douleur une courte mais précieuse victoire face à Avrancourt Omnisport dans sa lutte pour le maintien en division d'élite béninoise. Venu au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo en effectif réduit de 15 joueurs, le samedi 9 février, Marcel Dandinou et ses coéquipiers ouvrent le score à la 8e minute grâce au premier but de la saison de Boris Flakandi. Le natif de Porto-Novo reprend victorieusement de la tête un centre du latéral droit Thibaut Alaye. Après l'ouverture du score, les joueurs d'Avrancourt mettent le pied sur l'accélérateur. Ils monopolisent le ballon et multiplient les offensives. Mais les poulains de Rachad Chitou confondent vitesse et précipitation. Ils ne parviennent pas à recoller au score jusqu'au coup de sifflet final. En temps, Tchessan Abdoulaye a inscrit le but du break à la 48e minute pour Esaü, mais refusé pour une position irrégulière. Pour Richard Bior, cette victoire a été acquise au courage et à la détermination. Il y a le courage, il y a la détermination, il y a l'envie de sortir de notre position qui n'est pas très bonne. Vous avez suivi nos matchs, on a toujours fait de beaux matchs, mais on n'arrivait pas à finir en beauté. Je crois aujourd'hui, c'est la concrétisation des efforts fournis entre-temps. Cette victoire va servir, comme on le dit, de tremplin pour nous, pour que nous puissions réellement quitter cette position qui n'est pas la nôtre. Pour sa part, Rachad Chitou, l'entraîneur d'Avrancourt Omnisport, met en doute les décisions du corps arbitral. Ce qui n'a pas marché cet après-midi, je l'ai su déjà et je vais corriger. Mais là, je suis dans mes états et permettez-moi d'abord de me déverser. Et le reste maintenant, techniquement ou tactiquement, tout ce que vous voulez, sur le terrain, ce qui n'a pas marché, c'est vrai. Parce que après qu'on ait encaissé un but, c'est vrai, le but n'a pas été entaché. C'est suite à une erreur de mon gardien de but ou de ma défense. Mais après le but, c'est vrai, mes joueurs sont plongés dans la précipitation. Et puis, tout a été chamboulé. Mais il y a quand même, les joueurs ont fait ce qu'ils devraient faire pour revenir à la marque, n'eût été l'aide de l'arbitre. Je ne parle jamais de l'arbitrage, mais permettez-moi aujourd'hui de le dire. Parce que trop, c'est trop là. Quand on se tait, les gens pensent qu'on ne sait pas parler où on est con. À la fin du 15e acte de la Ligue 1, Avrancourt Omnisport perd une place au classement et occupe désormais la 12e place. Avec 16 points, Esaü FC, premier relégable, se pointe à la 15e place en gagnant 2 places. René Sabo, Esaü FC respire un peu. Oui, respire un peu, on peut le dire. Et déjà, il faut tirer un coup de chapeau à cette équipe qui, il faut le rappeler, au stade Charles de Gaulle a su faire l'essentiel très tôt. Parce qu'il a fallu que Boris Flakandi et ses coéquipiers cueillent à froid cette équipe d'Avrancourt Omnisport avec ce but matinal de la 8e minute. Et par la suite, vous avez vu, ils ont tenu bon malgré les assauts d'Avrancourt Omnisport qui n'ont jamais réussi à refaire le retard. Et c'est toujours comme ça. Quand vous marquez très tôt, vous êtes revigoré et beaucoup plus en pompe pour la suite de la rencontre, malgré les pressions. Et il faut tirer un coup de chapeau également à Marcel Dandinou, le gardien de but,
qui a été quand même très bon dans ses 7,32 m. Et ceci a permis à Esaü d'engranger les 3 points. Et la bonne continuation, pourrait-on dire, pour la suite de la compétition. Voilà. Esaü qui parvient à faire un match plein après cette rencontre de la première journée au stade Paulin Tomanaga de Boycon face à l'AS Tonnerre, où avec un effectif réduit à 15 joueurs déjà, Esaü est allé battre les protégés de Stanislas Akele. Cette fois-ci également, face à Arassa Sitou et ses hommes, ils ont réussi à le faire. Il faut préciser que le match s'est déroulé presque dans les mêmes conditions que lors de la première journée. Esaü qui retrouve Fadel Adinka au sifflet, Esaü qui est à 15. Ah, ben, on aurait souhaité déjà peut-être que pour le match prochain, Esaü ait encore la chance de tomber sur Fadel Adinka, l'arbitre. Pour ce qui est sûr, ce n'est pas l'arbitre qui leur permet de gagner. Bon, c'était juste une parenthèse enchantée pour dire que, en fait, Esaü j'ai comme l'impression, comme le prototype d'un club qui, en difficulté, réagit, mais n'arrive pas à enchaîner. On les a vus entre-temps, lorsqu'ils étaient sous pression contre les Buffles, ils ont réagi, ils ont sorti le jeu parfait. Ils n'ont pas été battus. Mais le match qui a suivi... contre Béké de Bembere. Voilà, c'est vrai que c'était Béké, mais il y avait eu quelques actions litigieuses. Ils ont encore sombré. Cette fois-ci, il y a encore le danger. Ils ont dû réagir à l'extérieur. Et s'ils peuvent multiplier ces performances, ce serait bon. Seulement qu'en football, il faut souvent deux choses. Soit vous avez de très bons attaquants, ils ont eu une occasion, ils la mettent au fond, et puis c'est bon. Et derrière, quelles que soient les actions, quel que soit ce qui va arriver, vous faites le dos rond, et puis jusqu'à la fin du match, vous emportez le gain de la part. Et c'est ce qu'ils arrivent à faire. Si vous n'arrivez pas à encaisser beaucoup, si vous avez une occasion, mettez-la à fond, et puis le reste, vous gérez. Et c'est peut-être ce qu'ils ont pu faire. Ils ont eu le gain de la partie contre AO, qui était en griffe à domicile, parce qu'ils ont été suspendus, il faut toujours le rappeler. Mission accomplie donc pour Richard Biot et ses hommes, mais c'est l'équipe pour laquelle la mission a été totale, c'est la jeunesse sportive de Koubé. Cette jeune formation du plateau a disposé, ou s'est disposé, j'allais dire, s'est disposé de l'association sportive du port autonome de Cotonou Aspac 3-0 sur ces installations. Suivez les buts de cette partie et le pénalty manqué par Anthony Salanon en tout début de partie après les impressions des deux entraîneurs. Je peux dire que c'est un jour sans. C'est un jour sans parce qu'on a payé cash nos erreurs qu'on a commises. Et au moment, à chaque fois quand on a le match en main, on commet une erreur et ça se fait cash. Sinon l'adversaire, je dis félicitations à l'adversaire, mais l'adversaire ne nous a rien montré. Il nous a manqué d'efficacité depuis quelque temps. C'est pas grave. Je tiens à encourager mes joueurs pour vous qu'ils ne baissent pas les bras et on continue le travail. La suite serait bonne, Inch'Allah. On a eu les 3 points à l'extérieur et par un score de 3-0. Je remercie Dieu, je félicite beaucoup mes poulains qui se sont bien donnés. Vous savez, moi, je connais bien l'ASPAC. Je ne vais pas de commencer, je viens de faire 25 ans de carrière d'entraîneur. Et je connais trop l'ASPAC. L'ASPAC est une équipe qui joue beaucoup en milieu de terrain. Et je pense que c'est le milieu de terrain que j'ai organisé pour avoir la victoire. Visiblement, le stade René Pleven de Cotonou ne porte pas chance aux différentes équipes qui reçoivent leurs adversaires sur cette pelouse synthétique parce que quelques jours plus tard ou 48 heures après la défaite de l'association sportive du port autonome de Cotonou Aspac, UPI ONM, le second club universitaire de l'élite béninoise, a essuyé sa deuxième déculottée
consécutives sur les mêmes installations face aux Dragons de Lomé. Les Dragons qui ont craché du feu, j'allais dire. Suivons les buts et les impressions de Jean-Louis Marayan à la fin de la rencontre. Les impressions sont bonnes. L'essentiel en football, c'est d'avoir les 3 points en championnat. J'ai eu les 3 points ce soir, je suis content. Le championnat, c'est un marathon. On continue les entraînements, on va travailler plus et chercher à améliorer notre performance, la performance de l'équipe. Comme vous, journalistes, nous avons aussi vu, et dès que vous voyez ces déchets comme vous, c'est de chercher à améliorer ces déchets au cours des séances d'entraînement. Je l'ai dit tantôt, le championnat c'est un marathon. Il faut corriger les déchets au jour le jour. À chaque séance d'entraînement, il faut travailler pour corriger les déchets. Les Dragons, avec à leur tête l'ancien gardien de but des Écureuils du Bénin, Jean-Louis Marayan, ont tourné définitivement dos, pourrait-on dire, à leur traversée de désert. Oui, dragon qui crachait de l'eau depuis un certain moment a commencé à cracher du feu. Donc c'est naturel pour cet animal-là ou ce prédateur-là. Maintenant, le score est flatteur. Il faut avoir le courage de dire. Ils peuvent ne pas l'accepter, mais le score était flatteur parce que dans un match où Upi arrive à avoir une dizaine d'occasions, on n'a pas pu les mettre au fond et que l'occasion, grâce à Bala, Labani, arrive à trouver la faille pour mettre 4 buts. Tant mieux, le score est important. Maintenant, s'ils peuvent enchaîner, c'est déjà très bon pour ce club-là, pour ce résultat, parce que Dragon, c'est plus de 12 titres de champion du Bénin. Leur position là, ils ont expédié ou renvoyé le coach Luc René Messan, mais ça n'a toutefois pas changé deux matchs après. C'est vrai, ils ont craché du feu contre UPONM. Ben oui, bon vent à eux. Bon vent à eux. Il y a l'association sportive de la vallée Omnisport qui a réussi le strict minimum au stade municipal de Dangbo le week-end écoulé face à la jeunesse athlétique de Cotonou. Et son entraîneur Ibrahim Da Silva reconnaît que cette victoire a été poussive, mais de l'autre côté, l'entraîneur adjoint de la Jacques, Grégoire Azoïne, met en doute les décisions du corps arbitral. Suivant leur réaction. Une victoire au forceps, on l'a vu. L'équipe adverse a été réduite à 10. Ils n'ont pas démordu. Et les nôtres n'ont pas pu trouver très tôt le chemin des filets. Ils n'ont pas abdiqué. Ils ont continué toujours à pousser, jusqu'à avoir le but salvateur. Je crois qu'un match de football, c'est ça. C'est y croire du début jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'ils ont fait ce soir. Je salue la bravoure de mes poulains qui véritablement ont mouillé le maillot. Comme d'habitude ils le font. Ce soir, Dame Nature ou Dame Chance a été de notre côté. Ça nous a permis au fait d'engranger encore 3 points. Je crois que nous sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin. Petite équipe que nous soyons, respectant en fait toutes les équipes. Dieu nous aidera à gravir les échelons. On est arrivé sur un terrain où vraiment il est très difficile à jouer. Et on a fait ce qu'on pouvait faire avant d'avoir un joueur en moins. On a essayé, parce qu'on ne pouvait pas garder le ballon et mettre en place une discipline de jeu, parce que le terrain n'était pas aussi praticable que ça. Et bon, contre le cours de jeu, le but est arrivé, on n'a pas le choix. Et on a continué pour voir si on pouvait revenir au score, mais ça n'a pas été le cas. Et on a eu un carton jaune qui reste encore à justifier parce que la faute n'a pas été commise par le joueur. Et étant donné que le joueur avait déjà un carton jaune au départ, on lui a attribué cette faute-là pour pouvoir le sortir. Nous voyons que c'est un peu anormal parce que c'est difficile à supporter des situations comme ça là. Parce que moi, j'aime pas trop parler des arbitres, mais quand ça se passe comme ça là, vraiment, on se pose beaucoup de questions. Un joueur qui n'était même pas aux alentours de la faute et on lui attribue un deuxième carton jaune pour le faire sortir. C'est une manière de diminuer l'équipe adverse et ce n'est pas normal. Énergie de la SB2E a gagné sur le même score 1-0 Aïman FC d'Adjara sur la pelouse synthétique du stade René Pleven. Toujours
lors de cette 15e journée de la Ligue 1 de football du Bénin. L'unique but de la partie en imaille, suivi des réactions des deux entraîneurs. Une réaction contrastée. Il a fait son boulot, il est là pour ça. Il est là pour ça et je crois que c'est vrai, on doit le féliciter. On doit féliciter toute l'équipe parce que le gardien est là pour empêcher le ballon de rentrer dans notre filet, ce qu'il a fait ce soir. Et tous les autres qui ont joué, je crois qu'ils ont mouillé le maillot, ils ont fait le job ce soir. C'est une satisfaction morale. Si on était un peu plus réaliste, on aurait déjà marqué le ballon. On manque de réussite beaucoup. Maintenant, derrière aussi, ça manque un peu de promenade. Les dialogues, ça va être après de 6 à 7 matchs, que ça joue derrière ensemble. Normalement, il doit y avoir l'automatique, mais on constate qu'il y a un peu de petites lacunes, c'est le football. On va travailler pour. Mais comme je l'ai déjà dit, il y a des erreurs de jeunesse qui nous font malheureusement perdre des points. Et ça, à l'interne, on va revenir ce soir, on va se dire les choses en fois. Parce que ce match-là, comme je l'ai dit, même si on ne veut pas le gagner, on n'avait pas le droit de le perdre. Pour finir avec le tour d'horizon des stades du Bénin, nous allons directement au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, où s'est déroulé le derby de cette 15e journée dans le département de Lomé entre l'association sportive Oussou Saka de Porto-Novo, Assos, et l'Union sportive de Semé Kraké. Et les Kraké Boys ont tenu en échec l'Assos 1 but partout. Et là, il y a des actions litigieuses et un pénalty sifflé pour Assos. Les deux entraîneurs ne digèrent pas ce résultat nul. Une déception parce qu'à domicile on a perdu 2 points, ce qui n'est pas bien pour nous. L'adversaire, c'est vrai que c'est une grande équipe. US Kraké, c'est un club à respecter. Vous avez vu dans le jeu, ils se sont très bien comportés. Les miens également ont fait un grand effort. Je pense que on a essayé tout au moins d'aggraver le score. Malheureusement, c'est l'adversaire qui nous a rattrapés. Et je pense que nous allons continuer à travailler pour pouvoir améliorer nos matchs à venir. Le match nul, c'est court pour nous, parce que nous avons bien joué depuis le début du match jusqu'à la finale. Seulement une équipe a joué le ballon, c'est Kraké. Nous avons raté beaucoup d'occasions de but. Ils ont fait un but de penalty. Je suis loin, je ne sais pas si c'est penalty ou non. Moi, je ne peux donner ma opinion. Quand je rentre à la maison, je vais regarder les images. Et après, je vais donner ma opinion. Mais je suis content avec les joueurs, parce qu'un point, c'est un point. Mais juste même, c'est la victoire. Mais le football, c'est comme ça. Retour en plateau, il faut signaler que lors de cette 15e journée de la Ligue 1 de football du Bénin, il y a 2 faits majeurs qu'on peut signaler. D'abord, il y a le remerciement de certains entraîneurs ou les directions. Il y a 2 directions des clubs de l'élite béninoise qui ont congédié leur entraîneur. Il s'agit de Ibrahim Aboudou de l'ASPAC qui a été renvoyé pour insuffisance de résultats. Le lendemain, il est suivi de Roger Janvier émanant de l'UPI ONM qui, pour les mêmes causes,
a été simplement limogé par la direction de l'UPI-ONM, c'est-à-dire limogé par Valère Kakaï Glere. Tu sais-t-il que quand on prend le cas ASPAC, c'est un peu préoccupant parce que depuis 5 journées, ce club a enregistré 10 buts, 5 matchs, 3 défaites, 1 nul, 1 victoire. Et les 3 défaites, c'est des défaites contre 0. C'est-à-dire ils ont pris 2 et puis 3. Qui plus est, 2 matchs, 2 défaites à domicile. Si vous imaginez un peu ASPAC qui aspire à être champion ou être deuxième tout au moins pour jouer une coupe africaine, c'est un peu délicat. Ils ont chuté de la 2e position à la 7e loge. Là, c'est un peu préoccupant. 10 buts encaissés pour 5 marqués. Juste dans ce laps de temps-là, oui, la réaction devait être immédiate et le board de l'ASPAC a réagi dans le temps. Et comme on ne peut pas renvoyer toute une équipe, c'est forcément la fusible, c'est le coach. Donc c'est là où Ibrahim Aboudou a fait les frais de cette mauvaise passe de l'ASPAC. Maintenant, quand on prend UPI-ONM, c'est aussi pareil. Je me rappelle, on a encore une interview de Janvier Roger Nama en début de saison, quand il vous disait que son club sera champion parce qu'ils viennent de la D2. Je disais, ben ouais, que lui, il est venu pour être champion. Et malheureusement, 15e journée, le club, sa meilleure position, c'était, je crois, 14e ou 15e. Il était entre la 18e et la 19e position. Si ce n'était pas que l'AS Police a fait une mauvaise entame de saison, peut-être qu'il serait en train de disputer la 2e position. Donc, ce n'est pas logique aussi qu'il soit là. Et donc, c'est normal aussi que la situation qu'on a vécue en milieu de semaine arrive pour ces 2 coachs-là. C'est la loi du football. Le jour où tu gagnes, tu es porté au cénacle du football, mais quand c'est le contraire, voilà, on te cloue au pilori. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Lorsqu'une équipe gagne, on ne voit pas immédiatement l'entraîneur. Ce sont les joueurs ou le leader de l'équipe qui est mis en vedette. Et je vais vous donner juste un extrait du message publié par le coach Ibou de l'ASPAC pour annoncer la fin de son bail avec le club portuaire. Ce qui se tramait et se préparait dans les coulisses depuis quelques semaines est enfin sorti. Je ne suis plus depuis ce matin, c'est-à-dire le lundi matin, le coach de l'ASPAC. Voilà juste un bout du message publié par le technicien béninois sur son profil Facebook. René Sagbo est de 6 et de 5, j'allais dire, pour ces entraîneurs qui ont perdu leur poste. Ben, la question que je me pose, ils s'attendaient à quoi? Ils s'attendaient à quoi? Ben, tout ce qu'il a comme argument, lorsque je lis, ça ne tient pas debout. Lorsqu'on est entraîneur professionnel, Akapo l'a dit tout à l'heure, quand vous faites des comptes performance, vous devez vous attendre à partir. Regardez d'abord du côté des Dragons. Vous vous rendez compte, actuellement, ils occupent la 11e place, mais ils viennent de loin. Ils étaient en train de sombrer. Ils ont fait un toilettage. Jean-Louis Noumara est venu. Et si vous voyez bien les saisons écoulées, quand il vient, il fait le résultat. Abomey, depuis la 9e journée, Youssoufou Moukaïla, 4 victoires, 2 nuls. L'Ivoirien est parti, il est venu, il fait le résultat. C'est la même chose. Le coach de l'ASPAC devait savoir que depuis quelques journées, ça n'allait pas. Et vous avez vu, le président de l'ASPAC, M. Wahab, a été clair. L'ASPAC a un objectif, c'est le titre. Et avec cette série de comptes performance, il fallait prendre les dispositions très tôt pour parer à une éventuelle chute. Ce qui a entraîné tout de suite le départ. Maintenant, les questions internes qu'il pose dans son poste, on lui proposait de mettre des joueurs étrangers. Bon, le règlement accepte un certain nombre de joueurs étrangers. Maintenant, s'il a fait l'option de ne pas mettre des joueurs étrangers et que les résultats ne suivent pas, il paye. Ça, c'est évident. Ce n'est pas une affaire d'ASPAC. Ça aurait été même au niveau des Dragons, de Beke ou ailleurs. On ne va pas attendre. Au niveau de UPI-ONM, il a senti le danger venir. Lui-même, il a déposé le tablier.
Ce qui me surprend, c'est qu'il il a été renvoyé. Il a déposé le tablier. Et ce qui me surprend, c'est qu'il dit qu'il a tout essayé, ça ne marche pas. Allez-y comprendre. Il a de quoi s'interroger sur ses propos. Ben, à partir de là, moi, je ne suis pas du tout surpris de ce départ. Et attention, successeur de Aboudou Ibrahim, parce que on retrouve maintenant le week-end prochain Aspac UNM et puis ONM. Et c'est les deux nouveaux entraîneurs qui sont aux commandes. Et je vous dis, s'il n'a pas de résultat du côté de l'Aspac, ce n'est pas un bon départ non plus pour René Messan, parce que le spectacle, aller en entraînement, signer, tout ça, non. C'est le résultat que Wahab veut. Et on verra bien ce que ça va donner la prochaine rencontre. Bien sûr, il faut rapidement... Ibrahim Aboudou, c'est un entraîneur que je connais et puis j'ai pu côtoyer. C'est vrai, il a toujours... comme credo, l'efficacité dans la discrétion. Sur ces dernières journées, ça n'a pas trop marché. C'est vrai, son poste, je ne vais pas en parler. Peut-être qu'il y a eu des événements qu'on n'a pas compris. C'est un monsieur souvent discret qui a toujours eu ce qu'il faut, les mots qu'il faut, parce que avec ces joueurs, il a toujours été, avec eux, il travaille comme il le faut. Pour moi, c'est une période sans que l'ASPAC a traversé, surtout à partir de cette 11e journée. Peut-être que c'est un monsieur qui va essayer de se rebondir. Mais si vous le permettez, monsieur Akapo, vous êtes entraîneur. Vous êtes entraîneur, vous voulez travailler, vous n'avez pas les conditions, vous faites quoi? Alors, si vous tenez bon, j'ai de l'estime pour Ibrahim. Mais ce n'est pas maintenant qu'on va avoir tout ça. Si les conditions ne permettaient pas, il déposait le tablier plus tôt. Voilà. Sinon, il faut dire que, parlant de conditions, vous êtes proche de ce club portuaire Aspac. Les conditions financières et humaines, l'Aspac en dispose. Bien sûr, des potes qui peuvent vous dire que Aspac, c'est l'un des clubs les plus réguliers en termes de rémunération, en termes de prise en charge des joueurs. Les ressources sont là. Quand vous prenez, c'est une équipe qui regorge des internationaux. Quand vous prenez Rodrigue Fassinon, c'est un international. Gaston Humbedji, international. Tout ça, ils sont là. Et donc, ils ne peuvent pas aller quelque part dire qu'ils ont manqué d'un seul franc depuis qu'ils sont avec Aspac. Donc, il y a tout un point. Comme je l'ai dit, peut-être, il arrive toujours que des équipes traversent des creux. Et donc, c'est un moment de difficulté que Aspac traversait depuis la 11e journée. Et c'est juste dans cette période-là qu'ils ont enregistré 3 défaites. Vous imaginez, pour que ça fasse 4, sinon depuis jusqu'à la 11e journée, le club était encore à juste une seule défaite pour tout ce qui a été fait. Donc il n'y a pas de problème par rapport au paiement de primes après match, salaire. Ils ont tout ce qu'il faut. Les conditions sont là. Comme il dit, c'est une période sans que le club a traversé. Pourquoi pas, ce serait déjà la fin, déjà à la prochaine journée où il joue UPI-ONM. L'autre fait marquant de cette 15e journée, ce sont les contestations des décisions des juges des différents matchs. Ça devient de trop. Sur 9 pelouses, on peut en dénombrer au moins 6 où les décisions du corps arbitral ont été contestées, j'allais dire. Et à nous, à Capo, est-ce que c'est la méconnaissance des lois de jeu qui amène supporters et joueurs et membres de l'encadrement technique à contester où les arbitres sont fautifs effectivement sur ces faits de jeu? Que ce soit dans l'un ou dans l'autre des cas, les joueurs, supporters, encadreurs méconnaissent pour la plupart, sinon tous, les règles du jeu. Ou certains, de mauvaise foi, ne veulent pas en faire cas. Maintenant, il y a certains entraîneurs qui font preuve aussi d'une ignorance terrible qui ne dit pas son nom. Vous imaginez sur un match où 2 ballons sur un terrain et que le capitaine demande à faire une réserve technique comme telle que c'est exigé par le règlement quand il y a 2 ballons sur le terrain et qu'il y a un fait litigieux, le capitaine arrête le match et fait la réserve à l'heure où l'action s'est déroulée. Sur le match Esaü, on ne va pas dire que je fais de la fixation. Je ne sais pas, mais ce qui est c'est un fait qu'il faut remarquer.
quand il y a un étudiant, on fait recette technique, le capitaine, on demande, l'arbitre refuse. Vous imaginez un peu? Et donc, on peut dire que les arbitres aussi sont coupables sur certaines actions. Maintenant, dans la plupart des cas, les supporters et joueurs et membres de l'encadrement technique méconnaissent les règles du jeu. Je me rappelle une anecdote, c'était la saison dernière, on joue et un président d'un club, en plein match, il vient s'asseoir sur un banc, sur le banc de son club. Et dites-moi, ce président-là, membre du comité exécutif, vient s'asseoir sur un banc en plein match. Et on dit, ben, il dit non, écoutez, on veut que le truc évolue, je reviens du pays, de l'extérieur, je vais voir mes joueurs, on commence par parler, je vais arrêter le championnat. Écoutez, ce n'est pas normal. Et donc, pour ce qui concerne tout ce qui... Partout, même là où il y a la VAR, il y a des erreurs d'arbitre. Donc il faut que les gens se concentrent beaucoup plus sur le jeu et laissent tout ce qui concerne un peu ces petites querelles, en contexte de but par-ci, en contexte de but par-là, qu'on se concentre sur le jeu. Et là, les arbitres aussi quand même fassent preuve de rigueur dans leur travail. Et un penalty non sifflé sur tel stade ou une faute commise et non sifflée sur l'autre, et ça devient trop les critiques sur l'arbitrage. Oui, on a beaucoup de critiques. Maintenant, il faut aller voir si, quelque part, toutes ces critiques sont fondées. Vous savez, on est à un stade où la fougue de vaincre, la volonté de ne plus perdre, prime beaucoup plus sur les rencontres, parce que du côté de Parakou, nous avons le but qui a été marqué par les buffles. On ne conteste pas le but, mais on pense qu'il a quelque part une faute avant, Mais là, il faut peut-être interpeller la commission des arbitres. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la programmation, vous constatez qu'il y a des inspecteurs pour aller voir un peu la prestation de ces arbitres-là sur toutes les rencontres. Bon, maintenant, qu'on nous fasse le point et qu'on sache s'il y a des arbitres qui devront être sanctionnés. Ils vont sanctionner combien? Ils sont combien? Non, donc, quand je dis sanctionner, quand on dit sanctionner, ce n'est pas les rayer. Ils sont rétrogradés. Non, on leur dit, vous ne jouez pas quelques rencontres. J'ai vu dans un passé récent, on envoie l'arbitre pour 2 journées en Ligue 2 et il revient en Ligue 1. Parce que quelque part, il va bien falloir qu'on en arrive là. Sinon, quel est le rôle des inspecteurs? René Sagbo, imaginez que sur une journée, 9 matchs, pardon, 5 arbitres, d'accord, on arrive à être indexé et reconnu coupable de faute. On les met à l'écart. On y a cherché, alors que c'était les meilleurs qui sont choisis. Moi, je pense que une autre politique peut être mise en place. Non, ce que vous dites est un peu dangereux parce que c'est comme si, bon, si des arbitres sont reconnus coupables, il faut voir ce qu'on peut faire, mais il faut sanctionner. Non, je parle sanction, oui, mais écoutez, il faut qu'on passe au recyclage sérieusement de ces arbitres. Non, mais le recyclage a été fait, justement, mais vous voyez, au même moment, sur d'autres rencontres, les arbitres sont adulés. Bonne prestation. Même au cours de cette 15e journée. Ouais, mais moi, je dis... Énergie Béquet ou Béquet Énergie, bon, même les adversaires étaient voilà. Contents. Même si le match de la JSP, il n'y a pas eu de contestation à ce niveau. Donc, il y a certains qui travaillent. Maintenant, en tant qu'homme de médias, bon, on a lu beaucoup de choses. Bon, vous savez aussi, quelque part, on devient un peu supporter. Mais je pense que c'est la commission qui doit, de manière sérieuse, peut-être faire une sortie médiatique et dire ce qui se passe, parce qu'il y a des inspecteurs sur toutes les rencontres. Quel est le contenu de leur rapport? Pour qu'on sache qu'il y ait effectivement quelques difficultés, si on ne va pas être trop dur, quelques difficultés qui vont entraîner peut-être au niveau de la pause un recyclage rapide. Voilà, il faudrait qu'on fasse un truc d'urgence pour... Voilà. Parce que quelque part, la dernière fois, nous avons un peu... Parce que le recyclage même fait en début de saison, je crois que après 3 mois, si vous faites recyclage aux arbitres, après 3 mois, ils ne sont pas en mouvement, ils ne sont pas en activité, il y a beaucoup de réflexes qui partent. Et ils s'étaient plaints. Ils l'ont fait, mais le championnat a commencé, je crois même, plus de 3 mois après le recyclage qu'ils ont eu à faire. Donc, il faudrait qu'on revoie cela.
il faut dire que ces critiques sur les décisions des arbitres font objet de violences ou créent des violences sur nos stades. Et il faut dire que du côté du voisin togolais, les arbitres ont décidé le week-end prochain de ne pas se rendre sur les différents stades pour le championnat national de première division du Togo. Parce que le week-end écoulé, il y a eu des arbitres qui ont été molestés à mort leur vie. Je ne veux pas rire de cette histoire pour leur grade, mais bon, écoutez, ce sont des actes qu'il faut décourager, quel que soit ce que vous ressentez après un match. L'arbitre, après tout, je l'ai dit tantôt, même là où il y a la VAR, même là où la technologie est avancée, les gens en sont à 5 arbitres, plus près de 17, 36 caméras, il y a toujours des difficultés sur des jugements, des appréciations, des actions. Ce n'est pas au Bénin, ce n'est pas au Togo où les arbitres mal formés, des ballons non appropriés, des installations non adéquates, on va molester les arbitres. Faisons attention. Et que les arbitres aussi fassent attention. Parce que je vois des arbitres siffler des buts. Je me dis, hé mon gars, non, le ballon rebondit sur la barre transversale. L'arbitre doit quelque part, tu siffles un but. Je me dis, mais même avec la technologie, les gens n'arrivent pas. Si toi tu siffles un but en terrain ennemi, donc, il faut simplement dire, parce que c'est une belle transition que vous allez d'ailleurs trouver en parlant des installations. Le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, je peux le dire, c'est le deuxième stade le plus grand du Bénin. Au cas où le stade de l'Amitié ne serait pas prêt pour accueillir le prochain match des écureuils contre les éperviers du Togo le 22 mars prochain, c'est peut-être ce stade qui va accueillir cette rencontre capitale pour les éliminatoires de la CAN Égypte 2019. Mais dans quel état se trouve ce stade? Ce stade est une brousse, simplement. On peut dire que c'est un champ de patates, terrain ou gazon non taillé, ligne invisible. Et c'est là où Assosa a obtenu un pénalty la dernière fois. Le samedi dernier, après la rencontre à Vrancourt et Esaü FC, nous avons interrogé les deux entraîneurs sur la qualité de la pelouse et les consignes données à leurs différents joueurs avant le coup d'envoi de la rencontre. Suivons-les. J'ai mis pied sur la pelouse, j'ai dit à mes joueurs, bon voilà une pelouse à laquelle vous n'êtes pas habitués. Donc il s'agira pour vous d'aller vers le ballon et de vraiment taper dans le ballon parce que là il y a beaucoup d'herbe. Il faut vraiment taper dans le ballon, courir, ne pas attendre que le ballon vienne. Je crois que les consignes ont été suivies et c'est ce qui fait notre satisfaction à la fin de ce match. Prenez votre caméra et allez un peu partout. Vous allez voir, d'abord c'est touffu. Ça ne permet pas une bonne circulation de balles et ça empêche les joueurs de jouer. Et si on doit nous programmer des matchs et que la Ligue ne fait rien pour que le terrain soit tendu, et vous savez, je ne joue pas sur mon terrain de prédilection. Mais maintenant, depuis qu'on a délocalisé mes matchs, une seule fois, je ne me suis pas entraîné ici. Donc d'abord, c'est aussi un fait. Bon, maintenant, la dernière fois contre UPONM, le terrain était vraiment abîmé parce que le gazon n'était pas là, c'était abîmé. Donc, et aujourd'hui encore, avec les pluies, ça a poussé, mais ce n'est pas tendu. Et allez-y comprendre quelque chose. Si on délocalise mes matchs et que je n'ai même pas assez à m'entraîner au moins une fois ici, donc ça veut dire que je suis venu sur terrain neutre et les joueurs sont étrangers là. Ce n'est pas un souhait, je ne vais pas seul faire les frais parce que les Dragons aussi jouent ici. Il y a Assos aussi qui joue là, demain Assos va jouer ici. Donc maintenant si l'État doit rester comme ça et que Assos ou Dragons vont encore jouer là-dedans comme ça là c'est une forêt. Parce qu'au moins, il faut que le terrain soit tendu. Et je ne sais pas qui s'occupe de ça, si c'est le stade, ce n'est pas quand même mon rôle. Et maintenant, comme vous avez posé la question, pour une bonne circulation, sinon les joueurs même peuvent blesser.
ils peuvent se blesser. Donc il faudrait qu'à l'accoutumée que quelque chose soit fait pour que... Arrivé sur la pelouse, on était déjà déçus parce que je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas taillé le terrain? Bon, on nous a dit que c'est un problème de timing et la machine n'est pas venue à temps, raison pour laquelle la pelouse n'a pas été tondue. Je crois que si la pelouse avait été tondue, on aurait pu assister à un autre match. René Sagbo, appréciation, vous couvrez le championnat national depuis 2003. Sur ce plateau, vous êtes le doyen. Un vieux de la vieille. Oui, et au XXIe siècle, jouer sur des pelouses, non, ou sur des terrains, je vais dire pas pelouse, sur des terrains non gazonnés. Jouer sur un terrain gazonné, mais non taillé, qui ressemble à un champ, à une brousse, comment les talents peuvent-ils s'exprimer? Ben, on ne peut rien avoir comme résultat. Et je vous le dis tout de suite, je suis un peu surpris de ce que vous êtes en train de dire parce que il faut bien s'interroger. Le stade Charles de Gaulle est dirigé par une administration, un directeur, et il ne faut pas aller par le dos de la cuillère pour l'interpeller. Qu'est-ce qu'il fait comme travail pour que le gazon ne soit pas taillé alors que nous sommes en pleine compétition statutaire depuis plusieurs semaines? Là, il faut interpeller le ministre des Sports pour que des dispositions soient prises. Ou il veut travailler, ou il ne veut pas travailler. Il ne revient pas aux équipes qui viennent au stade pour disputer une rencontre, pour faire ce travail. Tout porte à croire que le directeur de ce stade ne fait pas son travail. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Il faut dire simplement que l'entretien de cette pelouse du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo est prise en compte par les anciens footballeurs de la ville capitale. Normalement, l'entretien là doit être pris en compte par la fédération. Parce que c'est la fédération ou la ligue qui organise le championnat, pas le ministère, ni l'État béninois. En tout cas, à mon avis, du moment où ce championnat est, la fédération a délégué, l'État a délégué ses pouvoirs à la fédération. C'est à la fédération de gérer l'entretien du stade. Maintenant, peut-être le directeur, je ne sais pas s'il peut le dédouaner, qui gère ce stade, s'il n'y a pas d'entrée, s'il n'y a plus de, quand on parle de recettes pour les matchs. Excusez-moi, je vous arrête en même temps parce que le samedi dernier, au stade Charles de Gaulle, il y a une géante manifestation. Je sais qu'il y a des accords, je sais qu'il y a tout qui a été organisé et ils ont bloqué l'accès par les portes officielles au stade. Donc les équipes ont pris par le portail. Et on parle de la pelouse. Si sur la pelouse, c'est vrai, sur un match, il y avait quelque chose, et d'abord on n'a même pas pu jouer. Mais si par exemple, la pelouse, on vous dit que, écoutez, c'est Dragon qui vient s'entraîner sur la pelouse tous les jours, et que Dragon vient s'entraîner sur la pelouse tous les jours. Nous, on n'a pas les moyens. Quand ils viennent, on n'a pas ce qui... C'est vrai, l'infrastructure est aussi louée par ces clubs-là. S'ils disent que, écoutez, on n'a pas assez de moyens pour le faire, la fédération accompagne. La fédération, c'est la fédération qui a besoin de la qualité des joueurs. C'est la fédération qui a besoin de ces talents-là pour pouvoir émerger. Et non, peut-être le stade. Je crois que la fédération doit pouvoir prendre ses responsabilités et demander à l'office de gestion ou celui qui gère le stade Charles de Gaulle pour que des dispositions soient prises pour tailler la pelouse, pour que les joueurs aient une infrastructure adéquate. Si vous permettez, au risque de tomber un peu de travers par rapport à cette préoccupation, je pense qu'il serait mieux que nous allons un peu investiguer parce que nous avons une structure, l'Office de gestion des stades du Bénin. Est-ce que ces structures s'étend au stade René Pleven, au stade Charles de Gaulle, etc., il faut qu'on aille. Est-ce que, compte tenu des différentes aires de jeu, les départements, il a des directeurs qui ont été désignés pour administrer ces stades, il faut qu'on aille bien se renseigner. Et maintenant, quels sont les rapports, les attributions de la fédération par rapport à ces structures? Parce que quelque part, l'Office de gestion des stades du Bénin, et c'est une structure qui dépend du ministère en charge des sports. Bon, maintenant, qu'est-ce qui a été prévu en matière
de championnat par rapport à la fédération? Quelle est la part de la fédération dans la gestion de ces aires de jeu? Il serait bien que nous prenions un peu le temps d'aller investiguer pour revenir dans une prochaine émission sur cette question. Quand c'est lui le directeur des stades du Bénin. Il faut dire que l'état de la pelouse du stade Charles de Gaulle n'est qu'un exemple. Sinon, dans d'autres villes du Bénin où le championnat se déroule, on n'a même pas le gazon et le terrain n'est même pas tracé. Les joueurs essaient d'évoluer comme ça. Le terrain de Béquet, c'est pas un terrain. Le terrain de Béquet, le terrain de la GSP, le terrain de la SVO. Il y a beaucoup de tout sauf des terrains de football qui ne sont pas appropriés au jeu. Donc, on invite la fédération parce que avant de lancer le championnat, la fédération a envoyé il y a une commission qui est partie. Mais au même moment, je pense que vous avez raison, mais soyez un peu clément parce que quelque part, nous sommes tous conscients qu'il a un problème d'infrastructure. Parce que si, par rapport à ces stades, vous demandez à Béquet de venir jouer à Parakou, vous voyez un peu ce que ça peut faire en termes de charge d'abord et des supporters qui ne seront pas forcément servi parce qu'on ne peut pas avoir tous les week-ends les supporters de Béquet qui viendront à Parakou pour voir leur équipe jouer. Il a beaucoup de paramètres à ce niveau. Nous avons des difficultés liées aux aires de jeu. C'est vrai, le gouvernement, avec le programme d'action, a prévu la construction des stades et on espère que d'ici quelques mois, ces stades soient libérés opérationnels et ça permettra de pouvoir faire d'éventuelles délocalisations pour permettre aux supporters de se déplacer. Parce que ça, c'est une difficulté inhérente à tous les comités exécutifs qui sont passés depuis plusieurs années. On a toujours joué sur des aires un peu difficiles pour certaines équipes et bonnes pour d'autres. Et c'est justement ça qui fait que la couverture par la télévision nationale se fait seulement vers les stades où nous avons des aires de jeu un peu normales ou synthétiques. Donc, on ne peut que souhaiter que les stades promis par le gouvernement viennent bien vite. Peut-être, nous avons 36 journées du championnat, on peut peut-être avoir, avant la fin de la phase de retour, quelques stades disponibles, je n'en sais rien. Voilà. Oui, nous allons rester avec vous pour découvrir les autres résultats de cette journée, le classement provisoire et les affiches de la 16e journée. Ben, il faut simplement dire que du côté de Parakou, nous avons eu la victoire des Buffs 1-0. Du côté de du côté de Lokossa, Tonnerre et Dynamo 1 but partout. Du côté de Bemberek, voilà, Béquet qui est venu à bout de Soleil 1-0. Pour ce qui concerne les affiches de la 16e journée, nous aurons 3 derbies annoncés. Et déjà, du côté de Bemberek, nous aurons le choc entre Béquet et Dynamo d'Abomey. Et ici, c'est une rencontre à suivre parce que, vous savez, Dynamo d'Abomey, c'est 4 victoires et 2 nuls depuis la 9e journée. Nous aurons du côté de Parakou, les Dragons de Lemay qui seront l'hôte des Buffs du Borgou. Et du côté du stade René Pleven, la JSP qui effectue encore un déplacement face à Énergie. Et sans oublier bien sûr à 14 h, Esaü qui affronte Jacques, une rencontre à ne pas perdre bien sûr. Pour ce qui concerne le classement, nous avons actuellement les Buffs, vous l'avez dit, qui caracolent en tête, suivi de la GSP 26 points et 4 équipes qui ont 24 points avec des fortunes diverses, Béquet, Asvo, Tonnerre et Panthère. Dans le bas du tableau, nous avons l'AS Police toujours en difficulté, bien sûr, avec 10 défaites. Jacques, Soleil qui sont dans le bas du tableau et attention à l'Esaü qui doit quitter la position difficile lors de la prochaine journée. Voilà. Et il faut simplement ajouter qu'au total, 16 buts ont été inscrits lors de cette 15e journée de la Ligue 1 pour
Ouais, un bilan de 3 victoires à l'extérieur, 4 à domicile et 2 matchs nuls. Et il faut dire que la Ligue 2, pour sa part, était à la 14e journée, le week-end écoulé. Et Arnaud Akapo est là pour nous donner le bilan ou pour nous présenter le bilan de cette journée. Oui, il faut dire que pour cette 14e journée disputée, Zazzira et Nkanké se sont séparés, ils ont revu partout. Même résultat entre GSA et Delta. Taneka Entente aussi sont repartis sans pouvoir marquer le moindre but. Les matchs les plus importants, il faut dire que c'est Mamba Noir qui recevait le club de Cavaliers. 1 but contre 2 pour le club venu du Nord parce que les Cavaliers sont repartis. Oui, avec le point de la partie, 3 points. Et donc l'UNB, malheureusement, se retrouve 17e. Oui, après sa belle entame de saison. Le derby du Mono d'Adjen Audio, c'est bien sûr le club de Audio de Commun qui l'a emporté. 2 buts contre 1. Espoir de Savalo a battu l'UNB et 2 buts à 0. Et puis Real a repris le flambeau du leader en dominant dynamique dans un duel 100% Paraquois, il faut le dire ainsi. Hein. Paraquois ou du Nord, parce que dynamique est de Djougou. Voilà, ok, d'accord. C'est l'autre derby de la D2. Après Panthère, après Buff, c'est bien sûr Real Baraco qui recevait dynamique. Donc 2 buts à 1 pour le Real qui prend la tête de ce championnat, suivi de Audio, 31 points. Goal différentiel, hein, il faut dire que le Real de Paraco a marqué beaucoup plus de buts, 24 buts contre 17 pour Audio, et donc plus 16 et plus 11 pour l'un et l'autre. Espoir de Savalo est 3e. En bas de tableau, on a UNB 17e, GSA est 18e et puis GSO 19e. C'est un peu délicat hein, pour ces clubs-là. L'UNB, on sait que c'est un club qui joue la Ligue 1 depuis un bon moment. Ils sont descendus et visiblement, ils ne sont pas prêts à se relever pour la prochaine affiche. Il faut dire, hein, j'oubliais, Requin de l'Atlantique. Le club mythique de Cotonou a été sévèrement laminé à domicile par un autre club venu de Parakou, c'est bien sûr Dynamo. 3 buts à 1, le club était mené 3 buts à 0 avant que Adetola Abiola, leur artificier, il a marqué son 4e but de la saison. C'est le joueur qui fait plus de 50 buts, des buts marqués par le club, parce qu'il en est à 4 à le club. Le club même en est à 8 ou 9. Donc pour la prochaine journée, on aura Cavaliers Zazzira, Delta Entente, Mamba Noir, Dynamique, Requin, Audio. Ce sera un déplacement difficile pour les Awisiwasa. Dynamique, Dynamo de Parakou va recevoir la GSO. On aura un match aussi très important. Espoir de Sabalou, d'Adjé, et puis GSA Real de Parakou, l'AS Cotonou va recevoir Taneka pour cette 15e journée bien sûr de la Ligue 2. L'AS Stado sera au repos. Nous l'annoncions en début de cette émission, l'Afro League de basketball 2019 a déjà commencé à nous à Akapo. Bien sûr, c'est la fenêtre A, il faut le dire. Sinon, la première fenêtre de cette première édition de l'Afro Basketball League a eu lieu du côté du Caire en Égypte. Bien sûr, le club Cairot, le National Al-Ali, a obtenu son ticket lors de la dernière journée. Après une sortie mitigée, ils se sont débattus. Ils ont eu le ticket en accompagnant le Primero d'Agosto pour l'Elite 8. C'est bien sûr comme ça que cela se passe. Ils se sont qualifiés donc pour la suite. Ce sera en mars prochain à Cotonou ici, où le champion du Bénin, Elan, va jouer aux côtés de l'Espérance sportive de Radès, un club tunisien, BCTRA de la RDC, puis les Civil Defenders, un club nigérien. Donc ce sera aussi pour la fenêtre B de cette compétition, l'équivalent de la Ligue africaine de football. Voilà, ce sera tout pour le compte de cette émission. Merci à vous et à la semaine prochaine.